55 militaires des forces armées de la RDC condamnés à mort pour fuite devant l'ennemi. C'était le vendredi 28 février dernier par le tribunal militaire de la garnison de Butembo qui siégeait depuis lundi à Mouziédéné, État, derrière la ligne de front en direction notamment de Butembo dans le procès en flagrance. La question qu'on se pose d'entrée est celle de savoir ce jugement peut-il d'une façon ou d'une autre rétablir l'ordre et la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo? Il me semble de toute évidence que cette nouvelle mérite qu'on l'analyse, qu'on la décrypte à la hauteur du drame, de la tragédie, je dirais même du génocide qui est imposé au peuple congolais et qui vient encore de se manifester sous cette attaque barbare des forces rebelles qui sont soutenues par le Rwanda et probablement également par l'Ouganda et qui s'inscrit dans une logique depuis une trentaine d'années où on voit cette perpétuation de la violence occidentale, du capitalisme illibéral qui a voulu faire du Congo, n'est-ce pas, ce chaos capitalistique pour offrir sur le dos des Congolais, en versant leur sang, n'est-ce pas, les minerais nécessaires à l'exploitation, à la domination capitaliste du monde occidental. Mais si on revient aux faits, il me semble que cette situation cache une forme je dirais, d'incohérence, d'incapacité notoire, mais également pose la responsabilité des premiers responsables du Congo. Au lieu de condamner, n'est-ce pas, 55 militaires pour faire quelque part, des fusibles, des brebis galeuses, alors que la vraie maladie, la vraie gangrène, a des profondeurs, je dirais, abyssales. Je pense qu'il va falloir peut-être d'abord mettre en procès la responsabilité du président Tshisekedi, qui devrait normalement démissionner, parce que c'est sa responsabilité de protéger le Congo, de protéger, si on doit situer les responsabilités, c'est d'abord lui qui doit pouvoir rendre son tablier parce qu'il a été incapable d'assumer sa mission régalienne qui consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens. Et c'est pourquoi il a prêté serment. Donc ici, on voit visiblement qu'il a été incapable et donc la conséquence, il faut tirer toute la conséquence pour réclamer sa démission. De ce point de vue, il me semble que d'abord, s'il doit y avoir des procès, ça doit d'abord être un procès politique et qui, quelque part, doit pouvoir réclamer, en tout cas en termes de verdict, la démission du président Tshisekedi, qui n'offre que des lamentations, des murs de lamentations sur la tragédie congolaise. Ça, c'est le premier élément qu'il faut d'abord tirer. Le deuxième élément, me semble-t-il, dans une situation d'agression, d'attaque et de guerre, il faut absolument la loi martiale. Il faut donc que ceux qui sont compétents puissent prendre la responsabilité. Donc, de ce point de vue, il me semble que ça doit être les militaires qui doivent pouvoir s'organiser et pouvoir gérer ce pays qui est en guerre, qui est attaqué, qui est en situation d'urgence et donc, naturellement, de loi martiale. Dans ces conditions-là, toutes les mesures doivent être prises en termes de moyens opérationnels, moyens militaires, moyens économiques à la disposition de l'armée pour faire son rôle. Ce pourquoi elle est là, c'est-à-dire la protection des biens et la sauvegarde, l'intégrité du territoire. Alors, si ces moyens ne sont pas donnés, mobilisés, n'est-ce pas, au service justement de l'armée pour faire son travail, il me semble que les responsabilités doivent être les responsabilités doivent être établies. Et donc, je ne pense pas que la solution
serait de condamner 55 militaires pour avoir fui devant l'ennemi. Où est le rapport de force? Mais on fait quoi dans le cas précis, M. Chédou Lawson? Pour la solution, la solution n'est pas de condamner ces militaires qui fuient devant l'ennemi, mais l'armée a ceci de particulier. La discipline, c'est la mère des armées. Vous le savez très bien, M. Ché. Et une fois qu'ils se sont engagés, ils s'engagent justement du moins à protéger l'intégrité, ou du moins à restaurer l'intégrité du territoire, à protéger les citoyens congolais ici au péril de leur propre vie. Quand on se retrouve avec des soldats qui fuient les combats, M. Ché, qui parfois même à la limite se livrent à des scènes de pillage et de viol, quelle est l'attitude qu'on devrait avoir vis-à-vis de ces soldats, puisque vous appelez les autorités congolaises à prendre leurs responsabilités? N'est-ce pas une façon pour elles également de prendre ces responsabilités en prononçant ce verdict? Non, M. Nguéné, je m'inscris en faux, c'est du dilatoire, c'est la poudre aux yeux, c'est de la politique politicienne, c'est la petite politique, c'est l'incapacité des autorités qui s'affirment à travers justement cette décision. C'est la béatification de l'impuissance, c'est l'éloge complètement de la faiblesse, et ces autorités montrent carrément leur incompétence notoire. Vous voyez, dans des situations d'urgence, il faut prendre les mesures d'urgence. Il ne s'agit pas, lorsque vous n'avez pas été capable de doter l'armée des moyens conséquents, devant un rapport de force, les militaires n'ont pas d'autre choix que de pouvoir sauver leur vie. Il ne s'agit pas ici de fuir en réalité. C'est une question de rapport de force sur le terrain. Vous savez, le secret des militaires, les militaires n'engagent jamais le combat si le rapport de force n'est pas en leur faveur. Le rapport de force, c'est d'abord la capacité opérationnelle. C'est les moyens, c'est la puissance de feu. Les militaires ne sont pas des suicidaires. Hein. Si vous étudiez un tout petit peu la doxa militaire, ils ne sont pas des suicidaires. Et ils ne sont pas des suicidaires, mais ils sont sous un commandement. Tant qu'on ne sonne pas le repli, M. Ché, ils ne doivent pas quitter la ligne de front. M. Ché, je voudrais que nous soyons d'accord sur un point, M. Ché. M. Ché, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Vous le dites si bien. Les militaires ne sont pas des suicidaires, mais ils sont sous un commandement. Tant que le commandement ne sonne pas le repli, ils ne peuvent pas quitter la ligne de front. Nous sommes bien d'accord sur ce point. Oui, mais quand on a vu comment les officiers qui sont capables d'encadrer les troupes, qu'est-ce que c'est ces officiers? Ils sont les premiers à fuir d'une certaine manière. Donc, vous comprenez que quand vous convoquez, je dirais, la nomenclatura même de l'armée congolaise, vous voyez, il faut d'abord la façon, je dirais, la hiérarchie de cette armée, l'infiltration de cette armée par des officiers, ou du moins des officiers rwandais. Quand vous voyez les moyens militaires qui sont à leur disposition, quand vous voyez la stratégie, l'autonomie stratégique de cette armée et la capacité de projection et également la puissance de feu en termes de combat, vous comprenez que la responsabilité n'est pas au niveau de ces pauvres militaires qui, face au rapport de force, veulent sauver leur vie. Alors, quand on met le focus sur eux, on est en train complètement de mettre dans l'angle mort la responsabilité de ce qui devrait non seulement doter cette armée de capacités militaires, de formation nécessaire pour faire la différence sur le terrain. Donc, c'est le procès de l'armée congolaise qui est mis sur le tapis. Et ce procès donc renvoie à des responsabilités. Et ces responsabilités sont assumées par le premier, le chef, le premier chef d'état-major, qui est le président Tshisekedi, et son gouvernement. L'armée dépend justement des premiers responsables du pays. C'est ce que dit la Constitution. Donc vous comprenez alors que le procès de ces 55 militaires qui, bien évidemment, ont fui devant le combat, renvoie justement aux responsabilités des politiques et des officiers de cette armée qui n'ont pas su
protéger le pays, préparer l'armée à une guerre d'intensité. Et si on fait un parallèle avec les pays de l'AES, notamment les FAMA ou encore l'armée burkinabé, on voit qu'il y a que les mesures n'ont pas été prises justement sur le plan opérationnel, sur le plan technologique, mais aussi sur le plan de l'armement, de capacité de la formation nécessaire pour faire face à la petite armée rwandaise. Bien qu'elle a une historique de guerre, néanmoins, le Congo dispose des capacités exponentielles plus que le Rwanda pour ne pas fuir devant cette armée. Donc il y a de vrais enjeux, mais cet enjeu aussi renvoie, n'est-ce pas, aux parrains, c'est-à-dire à l'Union européenne, à la Belgique, aux États-Unis, au système capitaliste occidental qui ne veut pas que l'armée congolaise ait une puissance de feu capable de mettre en difficulté l'architecture d'exploitation capitaliste qu'ils ont mis en place. Donc, ce n'est pas, de mon point de vue, faire le procès de ces 5 malheureux militaires qui veulent 55 sauver leur vie pose fondamentalement une équation qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je serais d'accord avec ce procès si le motif, n'est-ce pas, de condamnation est la trahison, c'est-à-dire ils sont en intelligence avec l'ennemi. De ce point de vue, là, clairement, on peut poser leur responsabilité. Mais si c'est une question de fuir devant le rapport de force qui fait que vous n'avez que le choix de vous sacrifier ou de sauver votre vie, tout être humain, et c'est encore plus prégnant auprès des militaires, quand le rapport de force est défavorable, ils cherchent soit à fuir, soit à sauver leur vie ou à capituler. Donc c'est me semble-t-il, tout à fait logique. Alors ceux qui veulent les instrumentaliser en faisant un procès, c'est eux, normalement, qui devaient se retrouver devant la cour martiale ou encore devant le tribunal du peuple. Le peuple congolais doit leur demander des comptes. Comment se fait-il qu'avec les moyens que vous disposez, la promesse que vous avez faite devant Dieu, devant la Constitution, devant le peuple, vous avez été incapable de nous protéger, de nous doter des moyens conséquents pour éliminer la menace ou en tout cas dissuader les agressions? C'est le vrai procès, me semble-t-il, qu'on doit poser. Et ça, Tshisekedi doit rendre son tablier parce qu'il a été incapable de protéger le peuple congolais. Alors, est-ce un faux procès qu'on fait aux 55 militaires, puisqu'on parle de 55 condamnés à la peine capitale, mais ils sont au total 66 militaires qui ont été jugés. Parce que si je reviens sur mes notes, avec le concours de nos confrères d'actualité CD, il est mentionné qu'au terme de 5 jours d'audience, le tribunal les a reconnus coupables de lâcheté devant l'ennemi, le M23, pour s'être retrouvés loin de leurs unités engagées sur la ligne de front dans le Lubero. Parmi les condamnés, nombreux avaient été arrêtés alors qu'ils tentaient notamment de fuir les rebelles qui occupaient des villages. D'autres encore ont été reconnus coupables de pillage, viol, meurtre et assassinat. Sur les 66 militaires jugés, au-delà des 55 condamnés à mort, 2 ont écopé de 2 ans de servitude pénale, un autre de 5 ans et un acquittement. Le tribunal s'est par ailleurs déclaré incompétent pour juger 6 prévenus présentés en procédure de flagrance alors qu'ils avaient été arrêtés des mois plus tôt, en décembre 2024. Patient parfum d'homme, est-ce un faux procès qu'on fait à ces 55 militaires condamnés pourtant à la peine capitale? Pour Chelou Lawson, on devrait chercher les causes même qui ont poussé ces derniers à fuir la ligne de front, au lieu de prendre des décisions aussi radicales comme celle de la peine capitale. Si on s'en tient aux déclarations de la justice militaire congolaise elle-même, la conclusion qu'on peut facilement tirer, c'est que le Congo n'a pas d'armée. Et pourquoi le Congo n'a pas d'armée? Le Congo n'a pas d'armée parce que les autorités politiques ont été incapables, ont failli à doter le Congo d'une véritable armée patriotique prête à défendre le pays pour ne pas céder un seul pouce de son territoire à qui que ce soit. C'est un échec des dirigeants politiques du Congo. Parce que tout ce qui a été évoqué là comme raison fait un peu sourire pour les gens qui ont un peu étudié les questions militaires, comme je le tentais de le dire tout à l'heure.
Deuxièmement, on a l'impression que les gens sont arrivés au pouvoir et ils n'ont pas identifié les menaces probables pour la nation congolaise et ont envisagé des solutions pour tenter d'endiguer ces menaces probables. Ils n'ont rien fait. Conséquence, ils ont été incapables de bâtir une véritable armée en capacité de juguler, n'est-ce pas, ces menaces-là. Et ça pose le problème que nous avons là aujourd'hui. Mais est-ce que ça justifie le fait que des militaires qui se sont engagés à... C'est vous qui les appelez les militaires. Hein. Vous comptez les appeler les militaires, là, je ne sais pas très bien. On doit les appeler comment? Je ne sais pas comment les appeler. Parce que bon, cette armée congolaise, on ne le dira jamais assez, elle est aussi composée des espèces de miliciens qui ont d'ailleurs combattu l'armée et qui ont été après intégrés au sein de l'armée. Quels sont les rudiments? Quels sont les rudiments de formation, à la fois politique, idéologique et patriotique, qui leur ont été assénés pour pouvoir, même dans les cas de détresse, comme, parce que je suis tout à fait d'accord avec chez nous, un militaire, ce n'est pas un junkie qui va à la mort parce qu'il aime la mort. Un militaire, c'est quelqu'un qui doit se battre avec des conditions qui lui permettent justement de sortir vainqueur de l'adversité qui lui est imposée. Mais là, on a l'impression que des gars, face à la puissance de feu de l'ennemi, même des choses qu'on apprend dans les formations militaires, c'est-à-dire qu'un repli ordonné, ils sont incapables de procéder à un repli ordonné de leurs troupes. Au contraire, ça devient le sauve-qui-peut. Et surtout, ceux qui devaient être là dans l'encadrement des hommes de troupes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se livrent à des pillages, à des viols. C'est vous qui le dites, hein, dans tout ce que vous avez énoncé là tout à l'heure. C'est ça une armée. C'est le verdict qui a été rendu. Mais ce n'est pas une armée. Donc on n'a pas une armée. Pour viol, pour pillage, voilà. Pour assassinat. Donc ce n'est pas une armée. Nous avons tout sauf une armée. Une armée avec des militaires bien formés, conscients de leur rôle. C'est leur boulot. C'est le sacerdoce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, à la nation. Ils sont prêts à donner leur vie, ils sont prêts à mourir, mais en étant sûrs que l'encadrement, les moyens, le renseignement et tout ont été mis à leur disposition, mais que là, peut-être sur un coup, l'armée a été plus puissante que là. Moi, je vous parle toujours de la guerre que notre armée, l'armée camerounaise, a livrée contre les rebelles de Boko Haram. C'était très difficile au départ. Mais parce que les jeunes soldats qui étaient envoyés au front avaient conscience qu'ils se battaient pour le Cameroun. Beaucoup sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Je veux pas de mon neveu qui est mort dans cette affaire-là. Puis moi, je n'ai jamais oublié. Alors, ça vous dit que cette armée congolaise dont j'entends les gens vanter ici, dire on va faire une mobilisation de 1000 personnes, ça pose problème. Deuxièmement, il faut aussi voir qu'on dit le poisson pourri par la tête. Quelle est l'attitude des hauts gradés même de l'armée congolaise? On voit des gens, des généraux qui s'enrichissent. Ils sont à Kinshasa, ils font des business. Ils font même des business de ces minéraux dont tout le monde crie que le Rwanda vole. Ils sont dedans, vous le savez. Il y a des documents. Alors, comment vous voulez que le pauvre gars qui est commandant de troupes, lui accepte d'aller à la mort alors qu'il voit ses supérieurs loin et souvent même qu'il négocie avec des trafiquants de ces minéraux de toutes parts? Et non, il y a un problème de coordination, de discipline, de structure même militaire de cette armée, du point de vue de la qualité qui pose problème. Maintenant, il y a les politiques qui sont à Kinshasa et qui sont un peu partout là, les gouverneurs nommés, qui sont obèses 1 milliard de fois. Un pays comme le Congo devait avoir pour décision absolue l'obligation de tous les jeunes à partir de 18 ans de faire la formation militaire. Une formation militaire et patriotique. Les Congolais, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont un pays béni des dieux, on dit c'est un scandale géologique de Congo, ils devaient bien comprendre que pour protéger les richesses, chaque Congolais devait être le gardien de cette richesse. Mais pour cela, pour que cela soit possible, il fallait donc que ces gens-là aient des rudiments de ce qu'on appelle le maniement des armes. Je vous ai dit que hier, encore dimanche, je vous disais, moi j'étais par exemple dans un pays comme l'Angola. Oui. En Angola, pratiquement tout le monde est passé par la formation militaire, pratiquement. Et j'ai eu le temps de vous raconter
l'histoire de la chute de Savimbi, alors que l'armée angolaise officielle était cantonnée par l'ONU dans des camps. Mais ce sont ceux qui pensaient être de simples citoyens qui leur ont apporté la République, parce que tous étaient des militaires à la base. Donc, cette affaire-là pose un autre type de problème de l'identification des menaces, l'identification des enjeux et des solutions qu'on essaie de dessiner pour être capable d'endiguer ces menaces-là. Et maintenant, l'autre problème, c'est que vous voyez bien que c'est une guerre congolo-congolaise. Parce que moi, il me souvient qu'on a déjà, ce n'est pas la première fois que les militaires congolais sont jugés. Il y a des militaires congolais qui ont été jugés ici. On leur a dit, mais pourquoi vous avez refusé de continuer le combat? Ils disent qu'ils ne peuvent pas combattre contre leurs propres frères. Ils l'ont dit ouvertement qu'ils ne peuvent pas faire le coup de feu contre leurs frères. Donc ça pose un autre problème de politique à résoudre dans le fond. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette guerre-là, elle ne va pas se résoudre par les armes. Ce n'est pas le biais du dialogue que cette guerre-là va se résoudre. Parce qu'au moment où on continue de faire des condamnations, de montrer les muscles à Kinshasa, c'est comme si vous avez une armée d'esclaves qui sont obligés de répondre aux injonctions des politiques, qui ne font aucun effort pour justement donner l'impression qu'eux aussi se sacrifient, se donnent vraiment en holocauste, si je peux le dire ainsi, pour que le pays soit protégé et pour que les sacrifices soient partagés au niveau de tout le monde. Donc, si d'un côté, on a l'impression qu'il y a des hommes avec leurs enfants qui mènent une vie de cocagne dans les grandes capitales du pays, et que de l'autre côté, ce sont de pauvres gueux parce que soi-disant ils ont une tenue militaire et une arme. Souvent qu'on monte contre leurs propres frères qui sont obligés d'aller, n'est-ce pas, au hachoir à viande, n'est-ce pas, ou bien, je ne sais pas, faire valoir de chair à canon. Je crois que seulement ce procès est un indicateur de la qualité de l'armée que le Congo a, de type de problème que traverse cette armée, mais surtout de la faillite terrible de leadership congolais à la tête de l'État du Congo, qui ne comprend pas toujours, qui a été incapable d'analyser ce qui se passe, de tirer les leçons de ce qu'il faut faire, mais surtout d'apporter des solutions adéquates dans le cadre de la construction d'une véritable armée nationale et patriotique au service des Congolais. Au contraire, la plupart des officiers supérieurs, des généraux, on profite de cette guerre-là pour pouvoir s'enrichir de manière orientée, et ça ne passe pas. Les militaires, les hommes de troupes ne sont pas du tout aveugles, ils voient très bien qu'ils servent tout simplement de prétexte à certains de continuer cette guerre-là, et eux, ils peuvent mourir sans revoir leurs parents, leurs enfants et leurs épouses plus tard. Je crois que c'est ça qui justifie ce délitement de l'engagement professionnel de ces militaires-là. Malheureusement, c'est la réalité. Cette armée congolaise, dont beaucoup nous donnent l'impression aussi aujourd'hui qu'elle existe, c'est une preuve encore de plus qu'il y a de véritables problèmes au sein de cette armée congolaise. Tant que ces problèmes ne seront pas réglés, dans le fond, on va continuer à assister à ce type de situation malheureuse, n'est-ce pas, pour ceux qui ont décidé de prendre la défense du pays en main. Merci.